Merci à vous d'être restés après cet après-midi de conférence. Et je vous invite à revenir en arrière. Nous sommes en mai 1770 et toute la France n'attend qu'une seule chose, c'est l'arrivée de Marie-Antoinette à la cour de Versailles. Effectivement, on négocie ce mariage depuis quelques années. Choiseul a eu un rôle important et tout le monde se pose une question, mais comment est-elle, cette petite archiduchesse? Est-ce qu'elle est jolie ou pas? Et donc, dans un premier temps, avant de signer le contrat de mariage, on a envoyé un artiste à Vienne, Joseph Ducreux, qui a la difficile mission de fixer les traits de la princesse et d'envoyer ensuite le portrait à la cour de Versailles pour que Louis XV ait une idée de l'aspect de cette fillette. Et lorsque le portrait arrive, Ducreux a flatté quelque peu le modèle, mais elle est encore très très jeune. Et Louis XV la trouve très jolie et donc donne son accord pour le mariage. Elle arrive en mai 1770, elle suscite la plus vive curiosité tout au long de son voyage. Et ce voyage s'accompagne de fêtes à chacune des étapes. Et elle va très vite être confrontée à la vie de cour en France, qui est totalement différente de la vie de cour à Vienne, où l'étiquette espagnole est beaucoup plus stricte, mais où aussi la petite archiduchesse échappait un peu aux contraintes de la cour parce que c'était l'une des plus jeunes et que Marie-Thérèse avait défendait une vie de famille au sein des résidences, que ce soit à la Hofburg ou à Schönbrunn. Et parmi les exercices qu'elle va vite détester, c'est celui de poser pour les artistes. Parce que, effectivement, dès qu'elle est à Versailles, et tout de suite, on va demander des portraits de Marie-Antoinette. À la fois l'administration des bâtiments du roi, mais aussi sa mère, Marie-Thérèse, qui va poursuivre la cour de Versailles en lui disant « Je veux un portrait de ma fille, je veux un portrait de ma fille, je veux un portrait de ma fille ». Et le but, c'est aussi de diffuser les traits de la petite dauphine. Alors, entre mars et mai 1771, il y a un premier portrait miniature qui est peint, probablement par Jean-Étienne Lyotard, qui est un portraitiste célèbre à l'époque, d'origine suisse, et qui voyage à travers toute l'Europe pour représenter les différents membres des cours. Et cette première miniature ne donne pas satisfaction lorsqu'elle arrive à Vienne. En août 1771, on envoie un nouveau portrait peint au pastel, toujours par Lyotard. Et le 17 août, donc, Marie-Thérèse écrit « J'ai reçu votre portrait au pastel, bien ressemblant. Il fait mes délices et celles de toute la famille. » À la fin du mois d'août 1771, il y a aussi la présentation du buste de Marie-Antoinette au Salon, qui est une exposition donc publique qui se déroule au Salon Carré du Louvre tous les 2 ans et qui commence le 25 août et qui finit vers le 15 septembre. Et c'est pour les artistes l'occasion donc de montrer leurs œuvres et parfois pour les modèles de se faire connaître. Et donc dans les derniers jours du salon, le moine va montrer le buste qu'il a sculpté de la petite dauphine. Et immédiatement, la critique donc s'en empare. Et on peut lire dans certains des journaux de l'époque, un nouveau buste a paru et s'est offert à nos regards. C'est le portrait en marbre de Madame la Dauphine. Comme aucune distinction ne caractérisait ce buste, qu'on n'en avait pas encore parlé et que le peuple en général n'a pas le bonheur de connaître la princesse, elle a été exposée, pour ainsi dire, incognito pendant quelques jours. Enfin, cette heureuse nouvelle s'est insensiblement transmise de bouche en bouche et la foule a redoublé pour jouir de ce spectacle désiré. Ce buste a d'abord la qualité la plus essentielle du genre, c'est-à-dire qu'il est parfaitement ressemblant. La physionomie est pleine de grâce et de vie. La physionomie est pleine de grâce et de vie, la vérité y est entière, et l'artiste a conservé à ce portrait la lèvre un peu renflée, appelée lèvre autrichienne. Tout le monde a paru extrêmement content d'un tel chef-d'œuvre. Et effectivement, le buste est envoyé à Vienne dès 1772. Marie-Thérèse ne va pas se contenter de ses premiers portraits. Effectivement, on lui avait laissé entendre qu'elle allait recevoir un portrait équestre de sa fille.
Et le 22 mai 1771, on apprend, par l'intermédiaire du comte de Mercy-Argenteau, qui était l'ambassadeur d'Autriche à la cour de Versailles, eh bien, que l'exécution de ce portrait a pris du retard. Effectivement, il avait été confié à Louis-Michel Vanloo, et donc l'ambassadeur écrit à Marie-Thérèse « Je ne cesse de presser pour que le grand portrait de Madame la Dauphine à cheval soit achevé. La mort du peintre Vanloo, qui avait commencé cet ouvrage, en a suspendu l'exécution. » Le 20 mars 1771, effectivement, Louis-Michel Vanloo était mort. Et il avait fallu donc trouver rapidement un nouveau portraitiste. Jean-Baptiste Marie-Pierre, qui était premier peintre du roi et directeur de l'Académie royale, va proposer alors Duplessis. Le 5 août, son supérieur hiérarchique, le marquis de Marigny, valide ce choix et Duplessis reprend le travail de Louis-Michel Vanloo. Le 3 septembre 1771, Pierre annonce à Marigny « Incessamment, monsieur, l'esquisse de monsieur Duplessis pour le portrait de madame la Dauphine à cheval sera en état de vous être présentée. » Le 20 septembre, Marigny lui répond « J'apprends avec plaisir que l'esquisse de celui représentant madame la Duchesse, madame la Dauphine à cheval sera incessamment achevée. Il faudrait me l'envoyer à Fontainebleau afin que je puisse la communiquer à cette princesse. Je vous ferai part de mes observations. » Cette esquisse, eh bien aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, elle était perdue. Elle va être validée par les autorités et Duplessis va donc pouvoir se lancer dans l'exécution du portrait. Mais très vite, on va se rendre compte que Marie-Antoinette eh bien, met beaucoup de difficultés à accepter de poser. Et elle ne donne pas les séances nécessaires. Dans un premier temps, le portraitiste va être invité du coup à s'inspirer des quelques rares portraits que l'on avait de la Dauphine. Et le 14 novembre 1771, Pierre indique à Marigny que Duplessis a besoin d'un ordre pour qu'Étienne Jorat, qui était garde du cabinet du roi, donc garde des tableaux des collections du roi, lui délivre un portrait original de la princesse. Et rapidement, on lui répond qu'il n'existe qu'un seul de ces portraits et qui est en possession de Madame du Barry. Et donc Duplessis est invité dans les mois qui suivent à multiplier les voyages et les séjours à Versailles, tant pour les séances accordées par la Dauphine que pour les études au manège, d'après les chevaux donc, qui avaient été choisis pour la mettre en scène. Malheureusement, Duplessis ne va pas réussir à donner satisfaction à la Dauphine. Et le 13 août 1773, Marie-Antoinette donc déplore auprès de sa mère que les peintres n'étaient toujours pas parvenus à attraper sa ressemblance. Alors que reste-t-il de cette commande malheureuse ? Eh bien, l'esquisse. Et vous avez ici en avant-première, pour la première fois, donc l'esquisse du portrait que Duplessis va soumettre à la couronne pour obtenir donc le droit de poursuivre le travail et d'exécuter le portrait en grand. C'est une œuvre qui est passée en vente comme anonyme, avec une vieille attribution à Carmontel, qui était un portraitiste qui travaillait pour le duc d'Orléans, et qui est tout à fait caractéristique de la manière de peindre de Duplessis autour de 1770-1771. Cette esquisse, eh bien, elle a sans doute été approuvée, mais elle a surtout été trouvée trop ambitieuse. Et comme Marie-Thérèse multipliait les lettres auprès de Louis XV en disant « Quand est-ce que je reçois mon portrait ? Quand est-ce que je reçois mon portrait ?» Eh bien, on a pris la décision de suspendre la commande et on a demandé à Duplessis de ne faire qu'un buste de Marie-Antoinette. Et à ce moment-là, donc, il va peindre plusieurs œuvres. Pour les peindre, il va s'aider d'une préparation, donc un petit tableau qu'il a peint en présence de Marie-Antoinette, et qui est donc le moment où il a face à lui la petite princesse, la dauphine de France, et où il peut fixer ses traits de la manière la plus réaliste possible. Vous voyez ici que c'est une œuvre d'un incontestable caractère de vérité. C'est une œuvre qui a appartenu à Pierre de Nolhac, qui a été directeur du château de Fontainebleau. Et lorsqu'il écrit au sujet de ce tableau, eh bien, il souligne la présence des yeux qui sont gros et ronds,
du front bombé et de cette fameuse lèvre autrichienne que toute l'Europe connaissait. Il parle de pinceau sincère, et c'est vrai qu'ici, Duplessis ne cherche pas à embellir le modèle, il reproduit ce qu'il voit. Et ça, c'est un des talents qui va lui être reconnu très rapidement lorsqu'il exposera à Paris. Je vous rappelle qu'ici, Marie-Antoinette n'a encore que 17 ans, et elle donne le sentiment d'être plus âgée. Et c'est cette œuvre qui va servir donc à peindre 2 toiles. La première n'est aujourd'hui plus localisée. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était en 1922. Elle a été dans une vente, la vente Gannet, donc à Paris. À cette occasion, elle est achetée par M. Colas, mais depuis, M. Colas ou ses descendants ne l'ont pas remise en vente. Et un deuxième exemplaire, qui lui est réapparu tout récemment, en novembre 2021, et qui a pu être acheté donc à l'occasion de cette vente par le château de Versailles. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que cette composition a été, dans les mêmes années, en 1774, tissée par la manufacture des Gobelins. Et ça, ce sont des pratiques courantes, c'est-à-dire que lorsqu'on a des portraits de la famille royale, très vite, on en fait des tissages donc, à la manufacture des Gobelins. Et l'exemplaire donc, que vous avez sur l'écran a appartenu aux collections du prince d'Arambert, où il est cité en 1910, et il est réapparu en vente le 21 juin 2023, donc à l'hôtel Drouot. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'ici, sur cette image, la princesse se détache sur un paysage, alors que sur les autres exemplaires, elle est dans un cadre architectural. Ce qui veut dire que Duplessis avait peut-être peint un 3e modèle où, effectivement, Marie-Antoinette était au-devant d'un paysage. Ces œuvres ne vont pas être jugées ressemblantes. Et c'est vrai que lorsqu'on compare l'étude faite d'après la princesse et puis le résultat donc des 2 portraits qui ont été livrés, eh bien, vous avez ici une Marie-Antoinette avec un visage qui est celui d'une poupée au teint rose, dépourvue d'individualité. Et pour autant, eh bien, le maître de Carpentras n'a pas été mis à l'index. Bien au contraire, dès 1774, on va lui demander de peindre le portrait de Louis XVI. Et puis surtout, on va lui demander de faire un nouveau portrait de Marie-Antoinette. Le 19 janvier 1775, Mercier Argenteau donc, s'accorde à penser qu'il n'y a ni à Versailles ni à Paris un seul portrait de la reine par un bon peintre. Et il annonce au baron de Nenny, qui est donc le secrétaire de l'impératrice Marie-Thérèse, qu'il pense à nouveau à solliciter Duplessis pour portraiturer Marie-Antoinette, qui donc est devenue reine. L'artiste a peut-être peint à cette occasion cette étude qui se trouvait anciennement dans la collection Bancel et qui, la dernière fois qu'elle est apparue, c'était à l'occasion d'une vente en 1987. C'est un tableau qui anciennement était attribué à Madame Vigée-Lebrun. Et vous pouvez remarquer que ici, Marie-Antoinette a gagné en maturité. Mais malheureusement, cette étude ne semble pas avoir donné lieu à un portrait abouti. Duplessis était désormais accaparé par le portrait du roi, probablement la commande la plus importante de sa carrière, mais c'est là une autre histoire et que nous vous raconterons l'année prochaine à l'occasion de la rétrospective Duplessis qui réunira 60 de ses créations au sein de l'Inguimbertine. Merci beaucoup pour cette magistrale intervention, un petit peu plus courte que prévu. Du coup, on aura quelques instants d'échange, ce qui sera un bonheur avec vous. Qui souhaite prendre le micro pour une première question, intervention? On va laisser poser 30 secondes tout ça. Pas de curiosité autour de l'exposition? Alors, nous avons demandé Marie-Antoinette, oui, voilà, donc on attend
la réponse des possesseurs de ces portraits. Mais bon, je suis assez confiant. Voilà. Donc on devrait pouvoir présenter Marie-Antoinette, on devrait pouvoir présenter Louis XVI. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'œuvre de Duplessis est dispersée à travers l'ensemble de la planète. Et la mairie de Carpentras et les équipes du musée-bibliothèque ont à cœur de montrer Duplessis dans toute sa diversité, dans toute sa splendeur. Donc il y a des demandes qui ont été faites aux États-Unis, des demandes qui ont été faites dans plein de musées français. Et puis surtout, on s'est attaché à contacter un certain nombre de propriétaires de tableaux, de collections privées, qui ont accepté de prêter pour cette première rétrospective, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais rendu hommage à Duplessis. Donc ce sera la première grande exposition dédiée à ce portraitiste qui est considéré comme le portraitiste le plus talentueux des années 1770-1780 et qui a une vie tout à fait extraordinaire qui sera racontée à l'occasion de cette exposition. Alors, je pense que ça doit commencer en juin et ça finira mi-septembre, c'est ça, 2025, oui. Pas 2024 comme on a pu le lire dans la presse là à l'occasion de l'inauguration de l'Ingabertine. Oui. Est-ce qu'on a une idée du total des œuvres de Duplessis, le nombre total Oui, actuellement disponible? Actuellement, on connaît environ une centaine d'œuvres. Voilà. Mais il y a régulièrement des œuvres qui réapparaissent. La grande difficulté, c'est que très souvent, ce sont des œuvres donc, qui se trouvaient chez les descendants des familles. Et lorsque ces descendants cèdent tel ou tel portrait, forcément, ils ne donnent pas le nom du modèle. Et dans l'histoire de l'art, la question du portrait, si on a perdu le nom du modèle, c'est une part de l'histoire de l'œuvre qui s'envole en même temps. Donc notre travail est très souvent d'essayer de retrouver, surtout quand ce sont des portraitistes qui ont le talent de fixer la ressemblance, qui peut être représenté, parce que très souvent, il existe plusieurs portraits du même personnage. Voilà. Or, c'est très vrai pour les membres de la cour. C'est moins vrai pour certains membres de l'aristocratie en région, etc., où là, quand l'identité est perdue, on a du mal à la retrouver. Madame. J'ose vous poser la question, quel est le nouveau Duplessis du XXIe siècle dans les cours européennes? Ah, moi je pense que ce sont des photographes aujourd'hui. Ah oui, même à la cour d'Angleterre où on voit les magnifiques portraits de la reine, par exemple. Oui, bah alors, vous en avez un très célèbre qui est Lucian Freud, qui a fait un portrait de la reine et où elle a l'air d'une alcoolique. Et c'est probablement le portrait le plus réaliste qu'on ait pu faire d'Élisabeth II. Elle dit qu'elle était très heureuse quand elle a reçu le portrait. Elle n'a pas manifesté, mais enfin ça c'est le flegme royal. Mais sinon, bon, il y a toute une école de portraitistes qui existe encore en Angleterre et aux États-Unis. Mais c'est vrai que maintenant, les gens font appel à de grands photographes qui... Vous voyez, nos présidents de la République ne se font plus peindre, ils se font photographier. Donc, oui. Ah, le Benjamin Franklin. Le Benjamin Franklin. Alors, c'est une histoire très rocambolesque, parce que déjà, il existe de très nombreux exemplaires du portrait de Benjamin Franklin, parce que lorsqu'il est venu à Paris, effectivement, alors, il vient en tant que savant pour défendre un certain nombre d'idées nouvelles, mais en même temps, il est missionné par les États-Unis naissants pour obtenir l'alliance française dans le cadre de la guerre avec l'Angleterre. Donc il va se faire portraiturer par Duplessis, et comme c'est un homme extrêmement célèbre déjà à l'époque, l'artiste va être appelé à faire plusieurs versions du portrait. Donc la plus belle version que nous avons sollicitée est conservée aujourd'hui au Metropolitan Museum à New York. C'est un très très beau tableau et qui surtout comprend un cadre tout à fait exceptionnel. Alors, je ne sais pas si les collègues américains accepteront de prêter le cadre parce que vous avez donc autour, c'est un ovale,
avec des serpents qui s'enlacent, et dans la partie inférieure, en latin, le mot vir, qui veut dire l'homme. Ce qui voulait dire qu'au XVIIIe siècle, il était considéré vraiment comme l'homme accompli, le savant, l'homme de culture, l'homme poli, etc., etc. Donc, vous avez d'autres versions de ce portrait au musée Carnavalet, au musée de Brest, etc. C'est un portrait qui vraiment a été très sollicité, et Duplessis qui ne renaclait pas à la tâche, parce que, par exemple, le portrait de Louis XVI, il en a fait 46 versions, parce que c'était devenu l'image officielle. Et donc, alors, il n'a pas tout peint. Très souvent, il peignait seulement le visage, et il avait un atelier à ses côtés qui peignait le reste de la composition. Dans le livre qui paraîtra à l'occasion de l'exposition, vous verrez, je reproduis simplement une étude où il n'y a que le visage. Donc c'est quelque chose qu'il donne à son atelier, et ses assistants donc complètent la composition. On a encore le temps d'une ou deux questions pour Xavier Salmon, si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Comment s'explique le fait que Duplessis soit jusqu'alors passé un peu à la trappe de la recherche en histoire de l'art? Est-ce que c'est par rapport à la place du portrait dans la hiérarchie des peintures ou... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à la question du portrait. Peut-être parce que c'est un genre extrêmement répétitif, et que bon, vous êtes appelé à vous intéresser à la personnalité du modèle, à essayer d'inscrire le portrait dans la vie de ce modèle. Bon, petit à petit, les portraitistes font l'objet d'expositions. Il y a 20 ans, par exemple, la ville de Martigues avait organisé une exposition sur Joseph Bose, qui est un contemporain de Duplessis, et il était natif de Martigues, mais il a fait toute sa carrière aussi à Versailles, à la cour, etc. Donc c'est très lié, finalement, souvent aux villes où sont nés ces artistes, qui du coup veulent valoriser les talents qui ont été reconnus de leur vivant, et c'est le cas avec Duplessis. Aujourd'hui, le musée bibliothèque Inguimbertine est le lieu où vous pouvez voir le plus grand nombre d'œuvres de Duplessis au monde, parce qu'il y a une politique très active qui est conduite depuis maintenant un certain nombre d'années, et dès qu'il y a un tableau de Duplessis qui passe en vente, très souvent, le musée se positionne pour pouvoir l'acquérir. Il y a l'année dernière, c'était l'année dernière, sont entrés les portraits de Ducis et de sa sœur, qui sont deux magnifiques tableaux qui ont pu être acquis par le musée. Et là, je révèle, mais il va y avoir un nouveau tableau qui va bientôt prendre place sur les Simèzes, et qui est un tableau qui représente justement une personnalité de la région, parce qu'il a travaillé à Paris, mais il est resté fidèle à des réseaux d'amitié en Provence, autour du Ventoux, etc. Et il a continué à représenter les membres importants de l'aristocratie qui lui commandaient des œuvres, parce que c'était pour eux aussi très valorisant de pouvoir accrocher sur leur mur un portrait par celui qui avait représenté Marie-Antoinette et surtout Louis XVI. Donc un peu de patience, encore quelques mois, et puis vous aurez Duplessis dans toute sa magnificence, dans toute sa diversité, sur les murs de l'Hôtel-Dieu de Carpentras.